Voilà, le débat va pouvoir démarrer. Si vous voulez encore vous installer dans le fond de la salle, on va commencer. Merci. Le débat est proposé ce soir par la Gazette de la Manche, Ouest France et France Bleu Cotentin, Pascal Brassine pour la Gazette de la Manche, Nicolas Denoyel pour Ouest France et Benoît Martin pour France Bleu Cotentin. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette salle Victor Hugo. Donc pour un petit peu plus d'une heure, une grosse heure, on va dire, de débat ce soir entre les candidats à l'élection municipale d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Donc à l'initiative, ce débat, comme Juliette Lemonnier, rédactrice en chef de France Bleu Cotentin, le disait, de la Gazette de la Manche, du quotidien Ouest France et de la radio France Bleu Cotentin. Les trois candidats tête de liste sont donc réunis ce soir pour débattre de thèmes que nous avons choisis en concertation aussi finalement avec les habitants d'Avranches, puisque notamment chez Ouest France et à la Gazette de la Manche, les habitants ont pu tout simplement contacter ces deux médias et expliquer quels étaient les thèmes qu'ils souhaiteraient voir abordés, les questions qu'ils souhaiteraient voir posées. Alors si vous faites partie de ces gens-là, n'attendez pas à ce qu'on donne exactement votre question ce soir, mais on s'en est inspiré pour retenir les thèmes par rapport donc, à vos préoccupations. Justement, ces thèmes, quels sont-ils? Alors, il sera successivement question de stationnement, de mobilité, de politique commerciale dans le centre-ville notamment, de la commune nouvelle et de la place des différents quartiers de la ville, du cadre de vie, de l'attractivité de la commune, de la fiscalité, et puis pour conclure, d'Avranches dans son agglomération. Quelques précisions donc apportées avant de débuter ce débat en public. Sachez que les temps de parole des candidats seront comptabilisés pour faire en sorte qu'il y ait une équité durant cette heure de débat. Autre chose, il y a eu un tirage au sort préalable qui détermine l'ordre dans lequel, pour l'introduction et la conclusion, les trois candidats pourront s'exprimer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Simplement, je précise aussi que dès demain, sur les différents supports de nos médias, vous retrouverez les comptes rendus, les extraits principaux de ce face-à-face à trois, si j'ose dire, donc dans la Gazette de la Manche, dans Ouest France et sur France Bleu Cotentin, et leur déclinaison sur Internet. Voilà, les règles sont posées. Je vous propose donc de débuter en vous présentant, même si vous les connaissez évidemment, les acteurs de ce débat et de cette campagne avranchinaise. Présentation donc liée au tirage au sort. On commence par David Nicolas. David Nicolas, maire sortant d'Avranches, 46 ans aujourd'hui, maire depuis 2014, année où il a battu au premier tour le maire sortant de l'époque, Guénaël Huette. Il menait alors une liste issue de la société civile, baptisée Aimons Avranches. Il se représente aujourd'hui avec l'objectif de poursuivre l'action engagée. Une continuité qui est d'ailleurs revendiquée dans le nom même de la liste cette année, Aimons Avranches et Saint-Martin. Entre-temps, David Nicolas est devenu en 2017 président de l'agglomération naissante Mont-Saint-Michel-Normandie. Outre la politique, cet historien de formation a été conservateur du musée d'art et d'histoire de Granville après avoir travaillé au sein du musée d'Avranches. Il a publié différents ouvrages ces dernières années sur le Mont-Saint-Michel, sur Avranches, mais aussi la Libération. Autre passion qu'on lui connaît, la pratique du cyclisme. Et il n'hésite d'ailleurs pas à mouiller le maillot en tant que maire. On se souvient par exemple de son déplacement à vélo d'Avranches jusqu'au stade d'Ornano. C'était en 2017 à Caen donc pour aller assister au quart de finale de Coupe de France de l'US Avranches face au PSG. C'est une anecdote, mais la politique et les hommes politiques, ce sont des idées et puis aussi une vie quotidienne et leur passion. Voilà, pour David Nicolas, on aurait pu en dire d'autres. Alors, en second, on va présenter donc Antoine Delaunay, donc lié au tirage au sort, c'est au tour d'Antoine Delaunay de passer sous les mots et la plume de Nicolas Denoyel, d'Ouest France. Antoine Delaunay. Ah oui, je suis Antoine Delaunay, vous êtes conseiller départemental, vous êtes d'Avranches, vous avez 45 ans et vous avez 3 enfants. Donc né à Avranches d'une famille établie ici depuis un certain nombre d'années, puisque je crois avoir lu que votre papa notamment avait été conseiller municipal à Avranches. Après des études de droit et de journaliste à Caen puis à Paris, vous avez travaillé plusieurs années pour la presse quotidienne régionale en Normandie, en Bretagne, Poitou-Charentes et région centre.
surtout pour tout ce qui traitait des affaires judiciaires et des faits de société. Puis vous êtes revenu à Avranches en 2007. Vous avez travaillé pendant plusieurs années comme collaborateur parlementaire de Guénel-Huette à Paris, à l'Assemblée nationale et en circonscription dans le Sud-Manche. Vous êtes donc aujourd'hui conseiller départemental. Vous avez été élu en 2015 aux côtés de Catherine Brunorin, je crois qu'on dit, et vous siégez à la commission des infrastructures et de l'environnement. Vous avez donc plusieurs représentations dans ce cadre, notamment auprès du SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours. Vous avez aussi plusieurs investissements dans des associations, notamment une association que les gens connaissent bien dans le secteur qui s'appelle Rando B, qui organise des randos très importantes et avec beaucoup d'animation dans le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel en Bretagne et en Normandie tous les 2 ans, si je ne m'abuse. Comme Ouest France est partenaire, ça serait un peu dommage de ne pas le savoir. Et puis vous avez un engagement dans la vie publique locale et qui va en prolongement direct de cet engagement bénévole. Je pense ne pas avoir oublié grand-chose. Juste peut-être dire que vous avez été longtemps voileux. L'expression n'est pas du tout péjorative dans la bouche, mais vous n'en faites plus trop. C'était la compétition à l'époque à Granville, et vous êtes plutôt maintenant un adepte de la randonnée, l'été en montagne, en famille, ou en tout cas dans les milieux de nature. Merci Nicolas. 3e candidat dans l'ordre lié au tirage au sort. Ce soir, Guénel-Huette, Pascal Racine de la Gazette de la Manche. Alors Guénel-Huette, vous êtes un breton avranchiné ou un avranchiné breton, selon le côté du Guénon où on se place. On peut dire ça comme ça. Tout le monde a compris, vous êtes né en Bretagne en 56, vous aurez donc 64 ans le 30 juillet prochain. Vous avez passé votre diplôme en droit public à Paris. Vous entrez dans les coulisses de la vie publique aux côtés du député René Ondré, dont vous êtes attaché parlementaire, entre 84 et 87, puis entre 90 et 94. Un poste qui vous donne de l'appétence pour la vie publique, semble-t-il, puisque vous serez ensuite conseiller général d'Avranches, et pas seulement, puisque vous occuperez la fonction de vice-président de ce conseil général à 48 ans, de 2004 à 2007, et dont vous devez démissionner pour cause de cumul de mandats. Vous serez également conseiller régional, vous vous investissez ensuite à Avranches comme maire adjoint de 1995 à 2001, puis maire pendant 2 mandats de 2001 à 2014. En 2014, vous portez la liste Avranches avec vous, que vous présentez sur la place Pattonne, notre place de la Concorde, dites-vous à l'époque. Une liste sans étiquette comme aujourd'hui, même si vous ne cachez pas votre sympathie pour le parti de droite, les Républicains. Une liste à l'époque de 14 femmes et 15 hommes, parité déjà, et que vous qualifiez d'opposé à la gauche bobo. La fonction de maire vous sera enlevée par David Nicolas, qui emporte cette élection avec 239 voix d'avance, précisément. Vous siégez dès lors dans l'opposition et reprenez un poste d'enseignant à l'Université de Rennes. Et vous avez été président de la communauté de communes d'Avranches de 2008 à 2013, puis de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel de 2014 à 2016. Et vous siégez actuellement à la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, puisque les 5 communautés de communes ont fusionné en 2017. Et dans le même temps, vous êtes élu député de 2007 à 2017, une élection que remporte ensuite Bertrand Sort. Donc vous avez été le dernier à annoncer votre candidature, samedi 8 février au Jardin des Plantes, et vous êtes à la tête de la liste Avranches-Saint-Martin-des-Champs, c'est vous, une liste de 35 candidats et non plus 29 à cause de fusion de communes, et composée de 18 femmes et 17 hommes. Le féminin l'a emporté cette fois-ci. Merci Pascal, et vous allez garder le micro puisqu'on va lancer le débat avec le premier sujet choisi ce soir et qui concerne les questions liées à la mobilité et au déplacement sur la commune. Oui, alors avec l'articulation, en fait, pour garder un cœur de ville attractif, quelle articulation proposez-vous entre voitures, piétons et cyclistes dans ce centre? C'est donc David Nicolas qui va ouvrir le bal. Bien, merci beaucoup de me laisser la parole. Premièrement, permettez-moi de saluer l'assemblée nombreuse qui est présente ce soir pour assister à ce débat. Alors en effet, le commerce pour une ville comme Avranches, c'est véritablement son ADN. Finalement, Avranches est une ville commerciale depuis plusieurs siècles. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Du moins, c'est dans ce sens que nous travaillons tous quotidiennement. Alors, qui dit commerce dans une ville comme Avranches dit forcément stationnement. Le stationnement, c'est la clé de la réussite. On en a tous bien conscience. Aujourd'hui, le centre-ville d'Avranches met à disposition environ 2500 places. 2500 places, qui est beaucoup.
ce qui peut paraître peu à certains égards, mais tout reste une question d'organisation. Et c'est pour cette raison que nous avons eu à cœur, dès le début de ce mandat, de remettre en valeur la zone bleue, en se débarrassant du stationnement payant, de façon à avoir un centre-ville attractif et 100% gratuit. Une zone bleue qu'il a fallu faire surveiller par notre police municipale, avec quelques grincements de dents, car bien évidemment, lorsqu'on oublie de mettre un disque ou que l'on reste trop longtemps au même endroit, on est verbalisé, mais ça a permis de se débarrasser d'un phénomène un peu embêtant qui est celui des voitures tampons. Et tout ça pour le bien-être des commerçants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville est certes fréquentée par des voitures, mais aussi par des piétons, par des cyclistes. Et le grand enjeu pour demain, pour l'avenir de la branche, c'est de faire que la ville soit accessible pour tous. Et surtout pour les personnes qui ont du mal à se mouvoir dans l'espace public. Certes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, mais aussi les mamans avec leurs poussettes. Toute personne qui, parfois, se retrouve confrontée à des gens malveillants qui se stationnent sur les trottoirs. Voilà, je pense qu'on a un vrai travail à faire dans ce partage de l'espace urbain pour le bien-être de tous et pour faciliter l'accès au commerce, faciliter l'accès aux services publics qui, nous en avons la chance, restent nombreux dans la ville d'Avranches. Et puis il y a énormément de choses encore à améliorer, comme les liaisons avec la gare par exemple, et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir. Absolument. Antoine Delaunay, première intervention sur cette question. Pour vous, quelles sont les priorités justement pour améliorer la mobilité des Avranchinais au sens large? Alors, je suis ravi d'entendre le maire sortant parler d'accessibilité, parce qu'effectivement, depuis 6 ans, et même si on remonte un petit peu plus en arrière, depuis plusieurs mandats, peu de choses ont été faites pour l'accessibilité. Ce n'est pas une nouveauté, l'accessibilité, elle concerne les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées en situation de perte d'autonomie. C'est une priorité pour une ville comme la nôtre. L'accessibilité à la voirie urbaine, aux équipements publics, elle est extrêmement importante. Nous proposons de réviser le plan de circulation. C'est un dossier qui peut paraître un petit peu technique, qui n'est pas très vendeur pour une campagne électorale. Pourtant, le plan de circulation d'un territoire, c'est la manière d'organiser la répartition des flux, qu'ils soient piétons, qu'ils soient automobiles, qu'ils soient cyclistes, sur le territoire. C'est le mode d'emploi du territoire. C'est un dossier extrêmement important. C'est un dossier compliqué qui ne se résout pas en quelques mois. C'est un engagement volontaire sur le temps du mandat pour réorganiser les choses. Il faut réorganiser les choses, les différents modes de circulation, entre la circulation automobile, il faut faire donner toute leur place aux nouvelles mobilités, notamment aux mobilités douces, tout en préservant l'attractivité de la ville. On ne va pas supprimer la voiture à Avranches, bien évidemment. Il faut pouvoir continuer à venir faire ses courses à Avranches, il faut pouvoir continuer à venir profiter des services du centre-ville d'Avranches. Et pour cela, bien évidemment, il faut recréer des places de parking et non pas en supprimer ou ne pas en aménager, comme ça a été fait depuis plusieurs années. Il y a un chantier juste à côté de la salle où nous nous trouvons, le chantier de la place Carnot, qui verra la suppression de places de parking. Ce n'est pas normal, c'est une mauvaise idée. Aujourd'hui, il faut recréer des places de parking. Il existe des endroits, je pense au parking d'Abure, qui est bien connu des Avranchinaises et des Avranchinais, qui devrait être aménagé depuis de très longues années. Rien n'a été fait, à part quelques kilos de cailloux déversés juste avant les élections pour améliorer un petit peu les choses. Il y a ici un emplacement magnifique pour créer des places de parking en hypercentre. Puis on peut aussi parler de la place Valubert, où là aussi, au moins sur ses abords, des choses pourraient être faites. On va donner la parole un peu à Guénéluette. Vous aurez l'occasion de revenir aussi. On va finir avec ces questions de mobilité. Guénéluette. Je crois vraiment que le commerce, c'est l'âme d'une ville. Sans commerce, ce qui n'est pas le cas d'Avranches, et sans commerce, une ville n'est plus ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. Et il faut donc soutenir et défendre le commerce du centre-ville. Le commerce du centre-ville, il est de nos jours, et pas seulement chez nous sur Avranches, il est de nos jours confronté à deux concurrences très fortes. La première concurrence, c'est celle des zones périphériques, et la seconde concurrence, c'est le développement du commerce électronique. Alors, sur le commerce électronique, avouons très franchement que les moyens d'action d'une municipalité sont assez réduits. Par contre, en ce qui concerne les zones autour d'Avranches, il faut préserver un équilibre. Et j'ai eu l'occasion de dire, mais je vais le redire parce que c'est la vérité. Monsieur Hett, excusez-moi, la question de départ, c'était effectivement que faites-vous ou que préconisez-vous pour conserver le cœur de ville attractif? On est vraiment sur le cœur de ville. C'est ce que je suis en train de vous dire, franchement. Donc il faut, pour préserver le cœur de ville, il faut préserver un équilibre précisément entre les zones périphériques et le centre-ville. Sinon, on ne préservera pas le centre-ville. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. C'est ce que l'on a fait il y a quelques années, lorsque la zone de la baie s'est créée et que le grand magasin de grande distribution s'est installé sur la zone de la baie.
Donc, défendre le cœur de ville, c'est assurer d'abord un bon équilibre entre le centre-ville et les zones qui sont autour de la ville. Ensuite, il y a le problème des déplacements. Bien entendu qu'il n'est pas question de supprimer la voiture. Il faut faire en sorte que les Avranchinaises et les Avranchinais et ceux qui sont autour, notamment les habitantes et les habitants de Saint-Martin-des-Champs, mais encore beaucoup plus largement, puissent venir à Avranches et stationner à Avranches. Mais il nous faut aussi mettre en place ce que l'on a commencé à faire d'ailleurs, il y a quelques années déjà, et qui a été poursuivi, je le dis très directement, très objectivement par l'actuelle municipalité, c'est une certaine complémentarité entre les différents modes de déplacement. La voiture, bien entendu, mais aussi les piétons, et aussi les vélos, auxquels il faut penser, il faut des aménagements qui puissent permettre la juxtaposition, la cohabitation entre ces différents modes de déplacement. Ça veut dire concrètement des pistes cyclables, Bien sûr, des pistes cyclables. Les premières pistes cyclables, nous les avions faites entre 2008 et 2014. Il faut aussi des aires de stationnement pour les vélos. Et puis ensuite réfléchir à d'autres endroits qui sont utiles pour la circulation cycliste. On ne peut pas mettre des pistes cyclables partout non plus. Mais là où c'est possible, là où c'est utile, il faut le faire. David Nicolas, justement, pour rebondir sur cette question et par terminer tout à l'heure un peu là-dessus, à savoir la place aussi des piétons, des mobilités douces, vous comptez faire de nouvelles choses justement sur le centre et aussi sur la périphérie pour d'autres usages que celui uniquement de sa voiture? Tout à fait. Alors, on peut voir aujourd'hui dans les différents projets que nous avons menés en ville, mais aussi à la périphérie, systématiquement, nous travaillons la question de l'accessibilité pour les piétons et les cyclistes. C'est une obligation. Toutes les villes de France qui se respectent aujourd'hui doivent le faire et nous le faisons. La place Carnot en est un excellent exemple puisque là je m'inscris en faux sur ce que disait Antoine Delaunay à l'instant, le nombre de places sera rigoureusement respecté et concernant la place Tamur, à côté de l'église Saint-Gervais et dans tout le quartier Saint-Gervais, nous allons réorganiser le stationnement de façon à optimiser le nombre de places qui, en effet, depuis des années, a été laissé de manière un peu anarchique. Sur la place du vélo, en effet, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie possibilité offerte aux habitants d'Avranches et de Saint-Martin de circuler à travers l'ensemble de la commune de manière sécurisée. Nous avons travaillé l'année dernière et l'année passée sur la rue de Verdun qui dessert les écoles, le stade, la piscine, et qui va devenir un vrai trait d'union entre nos deux communes, puisque nous avons l'ambition de créer un axe transversal qui reliera le bourg de Saint-Martin à la place Carnot, et qui fera la part belle justement à ces cheminements doux à l'échelle de toute la commune. Je précise, c'est un débat, messieurs, donc n'hésitez pas, quand vous entendez quelque chose qui est dit par l'un de vos concurrents, à réagir. Voilà. Juste Antoine Delaunay, puisque c'est visiblement un point de discorde entre vous et David Nicolas sur les possibilités de stationnement dans Avranches. Qu'est-ce qui ne vous va pas et donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, vous, à ceux que vous rencontrez dans la rue et à qui vous dites de voter pour vous? Nous préconisons une réflexion globale sur le mode de circulation, sur le mode de stationnement à Avranches. Je voulais redire un mot sur les voies cyclables. Alors effectivement, j'entends le maire actuel et le maire précédent qui se vantent d'avoir fait telle ou telle chose, qui parlent de ce qu'ils ont fait. Moi, j'aurais plutôt entendre ce qu'ils vont faire. Sur les voies de circulation, de petites choses ont été faites. On attend dans une ville comme Avranches une réflexion globale, un plan pluriannuel d'aménagement. On nous a dit pendant des années qu'Avranches était sur une colline, qu'il était inutile d'y installer des voies cyclables. Pourtant, il y a des gens qui ont bon mollet, qui font du vélo quand même. Et puis aujourd'hui, des vélos à assistance électrique. On peut, en habitant au quartier Saint-Étienne, au quartier Pont-Gilbert, venir faire ses courses ou venir travailler en centre-ville d'Avranches en vélo. Et les axes ne sont pas sécurisés. Alors il y a des choses assez simples qui peuvent être faites et assez rapidement. Il y a des choses beaucoup plus complexes qui demandent des aménagements structurants. Et si on ne commence pas à les faire, on ne les fera jamais. Nous prenons l'engagement, si les habitantes et les habitants d'Avranches-Saint-Martin nous font confiance le 15 mars ou le 22 mars, de nous engager très rapidement dans la sécurisation et dans le partage de la chaussée entre les véhicules automobiles à moteur et les véhicules vélos ou vélos à assistance électrique, et puis d'une manière plus générale à réviser le plan de circulation. C'est un projet de mandat, c'est une réflexion de longue haleine, c'est une réorganisation du mode de déplacement et du mode d'emploi de la vie. Oui, simplement, les plans pluriannuels d'investissement, c'est pas une nouveauté. Toutes les municipalités depuis très longtemps se livrent, elles n'ont pas la possibilité de faire autrement d'ailleurs, ne serait-ce que pour un problème financier, une question financière, on est obligé de faire des plans pluriannuels. Quant à l'accessibilité, moi je me souviens, ça fait quelques années déjà, lorsque la rue de la Constitution a été refaite, on avait déjà l'obligation légale de la faire, bien entendu.
même si on n'avait pas eu cette obligation légale, on l'aurait fait quand même, mais on avait l'obligation légale d'aménager la nouvelle rue de la Constitution pour qu'elle soit accessible aux personnes handicapées. Donc il faut le faire parce que c'est la loi, il faut le faire pas seulement parce que c'est la loi, mais parce que c'est nécessaire pour respecter chacune et chacun, mais bien entendu que depuis un certain nombre d'années, des efforts ont été faits, alors qu'il reste encore un certain nombre de choses à faire, nul ne dira le contraire, mais tout de même, il y a eu depuis un certain nombre d'années beaucoup de choses qui ont été faites en matière d'accessibilité, en matière de mobilité douce, en matière de pistes cyclables. Il y a encore du travail, oui. Le cœur de ville, les commerces, ce sont aussi des logements. S'il n'y a pas de logement en centre-ville, on sait que c'est tout de suite problématique pour les commerces. J'aimerais vous entendre moi, sur quelle vision vous avez justement du logement à Avranches. Je ne suis pas sûr qu'il soit si facile que ça de se loger à Avranches, contrairement à d'autres villes. Et comment justement maintenir ce logement, comment le développer en centre-ville pour justement maintenir, et on peut même reparler d'accessibilité, parce que avoir des logements c'est bien, mais il faut que ces logements soient très accessibles, notamment pour des personnes âgées. Nicolas. Alors il est vrai qu'Avranches connaît depuis quelques années, c'est un phénomène relativement récent, je pourrais parler de quelques indicateurs, une vraie embellie en matière d'immobilier. C'est lié, je pense, à plusieurs phénomènes qui sont régulièrement présentés dans les médias locaux. Nous avons un bassin d'emploi qui est particulièrement dynamique. Nous sommes autour de 5,4% de chômage, ce qui génère pour la ville d'Avranches une vraie attractivité. Et on le voit bien, les logements sont difficiles à trouver lorsqu'on vient de l'extérieur, en location ou même à l'achat. Un chiffre intéressant, le bailleur social Manche Habitat aujourd'hui n'a plus de logements vacants. Il nous faut trouver des solutions. Alors, exemple concret, solution concrète que nous avons pu trouver récemment, nous allons mettre à disposition du bailleur social Manche Habitat les 16 logements qui se trouvent au-dessus de l'école communale Pierre Mendès France, logements qui vont être rénovés et qui seront mis à disposition de nouveaux Avranchinais, en tout cas d'habitants d'Avranches qui cherchent à se loger et qui sont éligibles au niveau des logements sociaux dès l'année 2021. Voilà des solutions concrètes qu'on a pu trouver avec le bailleur social. À côté de ça, nous avons lancé plusieurs études urbaines. Alors là, je m'adresse à M. Delaunay qui pense que toutes les choses se font très rapidement et immédiatement en appuyant sur un bouton. Ce qu'il faut savoir, c'est que lancer une étude urbaine, ça prend du temps. Déjà, il faut trouver des cofinancements. Les cofinancements, on les trouve avec l'établissement public foncier de Normandie, par exemple. Et ensuite, il faut pouvoir estimer avec précision quels sont les potentiels d'une ville. On a travaillé pendant 4 ans à révéler les potentiels urbains de la ville d'Avranches, et il s'avère que le quartier Saint-Gervais est le quartier en devenir de la ville d'Avranches. Et c'est pour cette raison que nous avons engagé plusieurs dispositifs qui vont permettre rapidement d'offrir aux Avranchinais, aux propriétaires, aux gens qui veulent faire du locatif, de vrais leviers budgétaires. Il faut savoir que sur le mandat qui vient, 1 million d'euros vont être activés pour pouvoir rénover l'habitat sur Avranches, avec une opération d'amélioration de l'habitat qui commence. Donc là, j'invite tous les Avranchinais qui sont dans la salle et qui veulent bénéficier de ce coup de pouce pour rénover leurs immeubles, et bien à s'adresser à la communauté d'agglomération qui porte cette politique. Je pense qu'avec tout ce que l'on a pu mettre en œuvre au fil des mois, au fil des années, notamment de manière partenariale avec la communauté d'agglomération, nous avons à notre disposition aujourd'hui de vrais leviers pour agir sur le logement et pour pouvoir proposer aux nouveaux habitants d'Avranches de vraies solutions pour se loger. Tout en conservant dans le quartier Saint-Gervais les commerces qui existent déjà et ces logements ne seront pas au détriment des commerces et des pas de porte qui sont vides aujourd'hui. On est bien d'accord, l'idée, l'ambition des études d'urbanisme comme celle-ci, c'est à la fois de ménager le stationnement, on en a parlé. Bien évidemment, quand on veut habiter dans un quartier, il faut pouvoir y mettre sa voiture et décharger ses courses avec une certaine facilité. Mais bien évidemment, si on vient habiter dans un quartier, c'est parce qu'il y a des services de proximité qui sont intéressants. Il y a certes les commerces de bouche, il y a aussi les services publics. Je pense par exemple à la médiathèque. La médiathèque qui va être un grand sujet que nous allons porter pour le mandat prochain avec la communauté d'agglomération et qui est un facteur d'attractivité extrêmement important pour le centre-ville. C'est pour ça que nous sommes battus aussi pour le maintien de cette médiathèque dans le centre ancien. Antoine Delaunay, votre vision et comment un maire peut agir justement pour le logement dans une ville comme Avranches, qu'est-ce qui peut être fait? Alors certainement pas en appuyant sur un bouton pour que tout se réalise. Merci M. Nicolas de nous rappeler à cette réalité. Pour autant, en 6 ans, les études peuvent être engagées. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce n'est pas une nouveauté
nouveauté, ça a déjà été fait à Avranches, ça peut être engagé de manière plus rapide. Et un sujet important sur l'habitat à Avranches, c'est aussi l'accessibilité, et je reviens sur ce thème qui nous tient à cœur au sein de notre groupe, mais M. Nicolas citait le faible taux de chômage à Avranches. Alors oui, on a la chance d'avoir un faible taux de chômage dans une Manche, pas tant parce qu'il y a beaucoup d'emplois, mais plutôt parce qu'il y a peu d'actifs. Nous avons une population vieillissante, je ne l'invente pas, les chiffres le montrent, et bien sûr que si, les chiffres le montrent, la population vieillit. Il y a donc moins d'actifs, il y a donc mathématiquement moins de chômeurs. Alors l'habitat, et notamment l'habitat collectif, l'habitat social, qui est extrêmement important à Avranches, une particularité de la ville d'Avranches, Saint-Martin-des-Champs, a été construit à une époque où les notions d'accessibilité étaient moins importantes qu'aujourd'hui. Il a été construit pour une population plus jeune, et nous avons un parc vieillissant, vétuste en partie, qui a été rénové en partie, mais qui en tout cas n'est pas accessible. Et effectivement, avec le bailleur social Manche Habitat, il faudra avoir un dialogue extrêmement précis pour améliorer l'habitat et le rendre plus accessible aux personnes vieillissantes qui continuent à l'habiter. Je vous entends sur cette question du logement. Le logement sur Avranches, c'est le logement social. Il y a à peu près 1500 logements sociaux sur la ville d'Avranches, mais il y a un déséquilibre dont on ne parle pas suffisamment, c'est qu'il y a beaucoup de logements collectifs et peu de logements individuels. Et il faut, à l'intérieur de cette catégorie du logement social, rééquilibrer les choses. Parce que maintenant, ce que souhaitent les habitantes et les habitants, ce n'est plus de vivre dans des immeubles collectifs, c'est de vivre dans des petites maisons. On en a fait au Bois-Pépin il y a 7 ou 8 ans, on en a fait rue Pierre de Coubertin il y a juste avant la fin de notre mandat. L'opération était lancée, je le dis en objectivité, hein, elle a été poursuivie ensuite, mais c'est nous qui l'avions lancée. Et pour les prochaines années, moi je propose, en liaison avec Manche Habitat, de rééquilibrer le logement collectif d'une part et le logement individuel de l'autre. Ça correspond vraiment à la demande qui est faite aujourd'hui. En ce qui concerne le logement privé, je suis aussi tout à fait d'accord sur une solution comme l'OPA, c'est-à-dire l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Il faut inciter les propriétaires à rénover leur logement, mais c'est difficile parce que les aides peuvent aller jusqu'à 30, 40, au maximum 50%. Il reste tout de même 50% à la charge du propriétaire, ce qui peut parfois poser problème. Mais en tout cas, il faut travailler sur les deux volets, le logement social d'un côté en rééquilibrant, et puis le logement privé en incitant les propriétaires à rénover des logements pour qu'ensuite ils puissent les mettre sur le marché locatif. Alors voyez, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette volonté, sur ce rééquilibrage entre le logement individuel et le logement collectif. Effectivement, il y a quelques années, lorsque vous étiez maire d'Avranches, c'était peut-être une réalité. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a une réflexion sur le partage et sur la consommation de l'espace public. On sait de toute façon qu'à Avranches, nous n'avons guère le choix. Le territoire avranchinais est réduit. Alors certes, il s'est agrandi avec l'adjonction de Saint-Martin-des-Champs, mais la réflexion en cours sur la moindre consommation de terres agricoles nous interdit aujourd'hui de développer l'urbanisme. Et au contraire, il y a une réflexion très actuelle qui est partagée par beaucoup de gens, de revenir à du collectif différent, du collectif mieux pensé, mieux partagé, mais pas forcément l'habitat individuel. De toute façon, nous n'avons pas la place de le faire. Ce ne serait pas raisonnable de le promettre. Sur ce point, Antoine Delaunay, je veux préciser simplement que lorsque je parle de logement individuel, ce n'est pas de grandes parcelles qui seraient livrées à la construction. Lorsque j'ai parlé du Bois-Pépin ou lorsque je parle de la rue Pierre de Coubertin, c'est ce qu'on appelle de l'individuel groupé, de l'individuel en bande. C'est ça qu'il faut faire. Donc on peut tout à fait concilier l'augmentation du nombre de logements individuels et la non-consommation excessive de foncier. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Nicolas, un mot encore sur ce thème et après on parlera du cadre de vie. Je pense que sur le logement, les mentalités ont considérablement évolué au cours des 15 dernières années. C'est-à-dire que le mythe du pavillon individuel avec les 1000 mètres carrés de terrain a vécu. Et ce que je constate aujourd'hui au quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, des familles qui sont prêtes à revenir en centre-ville dans des appartements, à une condition, c'est qu'on leur offre, à proximité de leur logement, des espaces publics, des jardins publics de qualité qui puissent répondre à leurs attentes. Et c'est pour cette raison qu'une ville comme Avranches se doit aussi de traiter ces espaces publics et d'offrir des lieux, des jardins qui soient propices à l'épanouissement des enfants. Et surtout... Merci pour cette transition, parce qu'on évoque justement le cadre de vie et les aménagements, notamment sur lesquels je voulais revenir, les jardins belges
et du square Bacon. Ceux des travaux qui sont prévus sur la place Carnot sont-ils le signe du renouveau du jardin des plantes, par exemple? Oui, alors, je pense que traiter l'espace public, c'est un devoir pour toute ville qui se respecte, à la fois pour ses habitants, mais aussi pour les visiteurs, les touristes. Et je pense qu'à Branche a une dimension touristique forte. Quand on est à 22 km du Mont-Saint-Michel par la route, on se doit d'avoir des espaces publics de grande qualité. Le jardin des plantes, en effet, est un jardin qui a souffert d'une grande rénovation qui a malheureusement un peu dénaturé ce que les habitants connaissaient par le passé. La place Carnot a vocation à redonner une sorte de visibilité au jardin des plantes en plein centre-ville, mais ça ne signifie pas qu'on va cesser d'améliorer le jardin lui-même, puisqu'on a prévu d'investir 80 000 €, notamment sur la rénovation du jardin qui s'y lunera. Alors, le centre-ville est important, mais je voudrais dire aussi que l'ensemble des quartiers d'Avranches doivent être traités. La vallée de la Bourdonnière est un très très bel exemple, à Saint-Martin-des-Champs. Il y a d'autres lieux qui ont été retravaillés, notamment autour de la place Molière, le quartier des Mares. Le square d'Enner aussi a été retravaillé. Nous avons prévu aussi d'investir l'ancienne base de loisirs André Parisi dans le quartier Saint-Étienne en direction de Pont. Je pense que pour bien vivre sa ville, il faut avoir à sa disposition des espaces publics de qualité où on a envie de se retrouver avec ses voisins. Des jeux pour enfants, on va installer des jeux au moté. Je crois d'ailleurs que les travaux ont commencé il y a quelques jours. Il faut vraiment que la ville soit traitée de manière globale, à l'échelle. Alors je ne sais pas pourquoi certains rient, c'est sans doute que les jeux pour enfants les font rire, et je t'assure que c'est très important les jeux pour enfants, et que beaucoup de familles attendent que ces jeux soient réalisés. Tu es quand on sait... Bravo! Un avis divergent, non. Alors je crois que les rires étaient dus sans doute au fait qu'il y a beaucoup de travaux depuis 3 semaines sur Avranches. Moi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout, mais j'imagine que les rires venaient de là. En ce qui concerne le jardin des plantes, c'est un endroit emblématique d'Avranches, donc il faut bien entendu l'entretenir et le développer, l'embellir de façon constante. Le jardin des plantes a souffert de 2 grandes tempêtes, celle de 1987 et celle de 1999. Donc on avait, nous, conçu une réflexion, une restauration du jardin des plantes. Je constate quand même que depuis 2014, peu de choses ont été faites au sein du jardin des plantes, et il va falloir remettre le chantier en route, parce que le jardin des plantes est vraiment un endroit emblématique de notre ville. Mais il y a d'autres quartiers aussi qui méritent d'être réaménagés, d'être entretenus. Parfois ce sont des aménagements simples, mais la règle en tout cas c'est que lorsque l'on aménage un quartier, soit de façon importante, soit de façon moins importante, on le fait en concertation avec les habitants. C'est quelque chose, je crois, qui est très important. Concrètement, ce soir, vous avez des propositions pour certains de ces quartiers, justement, on parle plutôt du jardin des plantes, mais vous dites que l'important c'est aussi au-delà du centre-ville. Alors, quoi? Eh bien, par exemple, les quartiers qui sont limitrophes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, qui depuis quelques années n'ont pas eu beaucoup d'investissements, n'ont pas eu beaucoup d'aménagements. Et puis il y a aussi un certain nombre de rues, un certain nombre de trottoirs où on n'a rien vu depuis quelques années. J'ai quelqu'un qui est venu me voir l'autre jour, qui marche beaucoup dans la ville, qui m'a laissé une série de photographies de rues et de trottoirs d'Avranches qui sont dans un état catastrophique. Donc là aussi, il faudra remettre en place un plan pluriannuel de rénovation de rues et de trottoirs. Et puis, encore une fois, là où il y a de l'habitat, là où il y a des quartiers, là où il y a des espaces verts, eh bien, il faudra sans doute réaménager, moderniser et restaurer tous ces endroits qui sont la qualité de vie ou qui participent de la qualité de vie des citoyens d'Avranches. De Launay, votre position? Alors un mot sur le jardin des plantes, parce qu'effectivement, entre l'un qui dit que c'est pas lui, c'est la tempête, l'autre qui dit qu'il rien n'a été fait, mais que ça va être fait, écoutez, soyons sérieux. Sur le jardin des plantes, des choses simples qui peuvent être faites. Nous avons un projet pour le jardin des plantes, effectivement, c'est un espace emblématique de notre ville. Nous voulons lui redonner la place centrale qui doit avoir dans notre cité, à la fois pour les habitants et les habitantes, à la fois pour l'attractivité touristique, et puis aussi parce que nous sommes au XXIe siècle et que les choses ont changé, qu'il faut réfléchir au rôle nouveau que les espaces publics peuvent avoir, à travers un rôle de pédagogie et de participation, notamment en matière de protection de l'environnement. Il y a énormément de choses à faire, et en particulier avec les scolaires, avec les associations.
Sur l'entretien de la voirie, bien sûr que peu de choses ont été faites depuis 6 ans, mais la voirie ne s'est pas dégradée depuis 6 ans seulement. Effectivement, il faut un plan pluriannuel. Merci Monsieur L de nous avoir rappelé c'était un plan pluriannuel. Je pense que les gens dans la salle le savaient. Un plan pluriannuel, ça se décide effectivement en début de mandat. Il faut qu'elle avait parlé de contrôle. Oui, puis vous nous avez rappelé ce que c'était, qu'effectivement ça se fait tous les ans. Eh bien oui, mais ça ce sont effectivement des décisions à prendre en début de mandat. Et il faut traiter tous les quartiers. Parce que la Branche n'est pas simplement le centre-ville. C'est le centre-ville, c'est aussi les quartiers excentrés. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Pont-Gilbert, je pense au boulevard de Luxembourg, qui sont aussi les quartiers périphériques. Il ne faut pas simplement traiter le centre-ville. Bien sûr qu'il y a eu des choses faites dans les quartiers, mais les chiffres ont un sens. Regardons par exemple le square Thomas Becket à près de 400 000 €. Regardons le square Medmer à près de 100 000 €. Le rapport est de 1 pour 4. On voit bien la différence de traitement entre le centre-ville et les quartiers périphériques. Ça n'est pas qu'une question de superficie. Puisqu'on parlait de superficie, regardons les documents d'orientation budgétaire qui ont été soumis à l'examen des conseillers municipaux et des conseillères municipales il y a quelques jours. Sur le budget 2020, vous proposez 40 000 € sur le quartier La Tour-Fautière, 1200 habitants, quartier prioritaire de la ville. Vous proposez 200 000 € sur la rue Pomme d'Or, le centre-ville. Il va y avoir, je pense, une dizaine d'habitants dans la rue Pomme d'Or. On voit bien la différence que vous accordez entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Sa copie. En fait, c'est pas forcément le nombre d'habitants qui détermine le coût de telle ou telle opération. D'une part, c'est la technicité, c'est la nature des réseaux qui sont sous la voirie qui doivent être refaits. Je vous donnais des chiffres tout bêtes. Boulevard Pasteur. Boulevard Pasteur, il a fallu sécuriser. Donc, vraiment des questions de meilleure accessibilité au lycée. Travaux qui se sont faits en partenariat avec la Réunion. 450 000 €. Combien d'habitants le long du boulevard Pasteur? Très peu. Voilà, simplement. Un lycée fréquenté par des centaines d'élèves. C'est assez logique. Pour la rue Pomme d'Or, je tiens à te rappeler, c'est une des voies d'accès quartier Saint-Germain, notamment le samedi matin à l'occasion du marché, qui est essentielle, qui est très importante. Et je pense que les habitants de ce quartier ont besoin aussi d'avoir une voirie qui, je vous rappelle, n'a pas été refaite depuis les années 80, depuis l'époque de Fernand Prieur. Donc, soyons raisonnables, regardons, n'essayons pas d'opposer les quartiers, essayons de... David Nicolas, vous êtes un tout petit peu en avance sur la parole, donc on n'oppose pas les quartiers, on ne parle pas de considérations techniques, on parle de choix politiques, clairs, précis et sur le temps d'un mandat. Très rapidement, les choix politiques, c'est effectivement un équilibre entre le centre-ville et les quartiers. Et je pense notamment, ils ont été cités, mais je veux les citer à nouveau, le quartier de Pont-Gilbert, le quartier de Saint-Étienne, le quartier du Motet, les quartiers qui sont limitrophes entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs, et puis les quartiers où il y a des équipements publics. Voilà. On peut encore dresser une liste plus importante, mais voilà quelques exemples d'aménagements ou de choix politiques qui seront faits dans les prochaines années si notre liste recueille un nombre de suffrages suffisant. On voit bien que chaque liste aura effectivement à cœur de rénover ces quartiers d'Avranches, en cœur d'Avranches, autour d'Avranches. Juste, et très rapidement, une petite question sur l'usine à gaz qui est à dépolluer. Quid de ce site, quid de la dépollution et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Alors, la réponse c'est très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, on est rentré dans une procédure qui est longue. Aujourd'hui, c'est le site de l'usine à gaz entre les mains de l'établissement public foncier de Normandie qui a la charge de la démolition et de la dépollution qui sera effectuée cette année. Et en effet, il a fallu prendre le temps de l'analyse, de la pollution diffuse qui a touché un périmètre assez large autour des parcelles. Et aujourd'hui, c'est engagé. Lorsque le PFN restituera la parcelle, sans doute en 2021, une fois dépolluée, l'idée c'est bien d'augmenter le jardin des plantes et d'associer cette zone qui sera à renaturer à la salle Victor Hugo pour en faire un vrai belvédère sur la baie du Mont-Saint-Michel. Sur le site de l'usine à gaz, j'entends des explications de David Nicolas qui nous dit que c'est un dossier complexe et qu'il faut prendre du temps pour le gérer. Nous avions les mêmes explications il y a 6 ans dans la bouche de M. Red. Bon, écoutez, on verra bien, c'est effectivement un dossier important quand il y a des mesures à prendre. Là aussi, si réellement il y a une mise en danger de la population, mais écoutez, il faut prendre des mesures urgentes. S'il n'y a pas de mise en danger de la population, je n'ai pas vu grand-chose depuis 6 ans. En tout cas, il y a effectivement un espace magnifique qu'on vient de mettre en valeur sur lequel on pourra développer des projets extrêmement importants pour notre ville. Ce serait bien d'ailleurs qu'on les mette en concertation avec la population parce que ça intéresse tout le monde. Et la levette? L'usine à
Gaz, d'abord je voudrais dire que ce ne sont pas les municipalités qui se sont succédées qui ont généré la pollution, ce sont les exploitants du site. Il faut remettre les choses à leur juste place. Et puis, l'usine à gaz, elle a toujours été très surveillée. Vous savez, il y a des administrations de l'État qui sont chargées de l'environnement. Ça fait des années et des années et des années que ce site, qui est un site recensé comme un ancien site industriel, est surveillé par l'administration de l'État. J'ai entendu des choses en 2014 extraordinaires. On allait empoisonner les gens. Il était grand temps de faire quelque chose. C'était un dossier d'une urgence absolue. Depuis 2014, on n'a rien vu. Je le dis aussi factuellement, objectivement. Alors qu'il y ait des problèmes sur l'usine à gaz, bien entendu, personne ne dit le contraire. Mais je crois que c'est un dossier qu'il faut aborder avec sérénité, avec objectivité, et faire bien entendu ce qu'il importe de faire. Et je voulais rappeler tout de même qu'il y a une certaine distance, une certaine déconnexion entre ce qui était dit en 2014 et ce qui a été fait, ou plutôt ce qui n'a pas été fait entre 2014 et 2020. La prochaine municipale aura travaillé sur l'attractivité de la commune d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Ça a été dit tout à l'heure, il y a un atout important pour ce territoire, c'est qu'il est au cœur d'un bassin d'emploi extrêmement dynamique, très peu de chômage aujourd'hui, une autoroute qui permet de se rendre très rapidement vers Rennes, vers Caen, donc de vrais atouts. Maintenant, quelles sont les politiques que vous comptez mener si vous êtes élu demain, tout simplement pour rendre encore plus attractive cette ville et que les gens aient envie de venir s'y installer et surtout de ne pas partir également, parce que c'est aussi un problème. L'attractivité, elle est liée à des éléments qui sont fondamentaux. Quand on discute avec les personnes qui s'installent chez nous, et qui sont souvent des témoins de première main, de premier ordre, tout d'abord c'est la santé. Premier point. On vient s'installer dans une ville comme Avranches, c'est l'offre de soins qui est primordiale. Ensuite, vient l'éducation. Santé, éducation. Deux piliers auxquels nous sommes particulièrement attentifs et vigilants, et sur lesquels nous travaillons de différentes façons. La santé, c'est au sein du groupement hospitalier de territoire, en lien avec les médecins libéraux, la volonté d'attirer des étudiants en médecine. Aujourd'hui, ils sont plus d'une quarantaine sur le site d'Avranches. Ce sont ces médecins qui viennent faire leur formation à Avranches, qui sont les meilleurs candidats à rester chez nous, à s'installer chez nous et à devenir les médecins libéraux, les spécialistes de demain. C'est pour cette raison qu'avec le département, nous avons travaillé à leur accueil, notamment au logement de certains d'entre eux sur la commune. Et ça fonctionne. J'en ai encore croisé un hier soir dans Avranches, un jeune étudiant qui nous dit clairement, moi, le Sud-Manche, ça m'intéresse, la patiente, elle est bien, les services qui sont censés accueillir les patients, notamment dans le milieu hospitalier, et là je parle aussi bien de l'hôpital privé que de l'hôpital public, sont de très bon niveau. On a encore vu récemment la rénovation du service cardiologie. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous défendez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense alors, la santé, je pense qu'on a dit des choses assez intéressantes à l'instant. Sur l'éducation, on a la chance d'avoir 4 enfants scolarisés sur la commune quotidiennement. Ce qui nous manque aujourd'hui, pour être encore davantage attractif, sont des filières post-bac. Donc les établissements privés comme les établissements publics qui travaillent. Aujourd'hui, on a écrit avec le député, et sous couvert d'une demande qui est formalisée par le directeur du lycée Littré, de façon à avoir une classe prépa dès la rentrée 2020, pour pouvoir offrir aux élèves du Sud-Manche les mêmes chances que ceux qui sont dans les grandes villes ou qui vont étudier dans les grandes villes. Je crois que l'enjeu, c'est bien de maintenir notre jeunesse chez nous, et de faire qu'Avranches soit non pas une terre que l'on quitte, mais une terre où l'on reste. Antoine Delaunay. Vous interrogez aussi sur le sujet, ça a été déjà fait par Nicolas. Je précise que vous êtes un peu en retard par rapport à vos deux concurrents, donc n'hésitez pas. Bon, sur la santé, un mot, oui, effectivement, une quarantaine d'internes pour le public et aussi ceux du privé, qu'on dit toujours, c'est un petit peu dommage. Ce ne sont pas les internes qui vont faire des médecins libéraux, qui vont faire des médecins de ville. Alors effectivement, le département de travail, c'est bien de renforcer aussi l'hôpital privé, c'est bien en tout cas de ne pas les opposer, de les faire travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est sur ce point précis que le département travaille, c'est le stage de médecine générale, c'est-à-dire les étudiants qui vont venir faire un stage chez un médecin généraliste, un stage de terrain, et c'est bien cela qu'on essaye de faire venir, pas simplement en leur faisant traverser la baie du Mont-Saint-Michel, mais en leur montrant l'intérêt de travailler sur le territoire, et en tout cas de travailler avec les professionnels, parce que ce sont bien avec les professionnels qui sont sur le terrain, qui connaissent le territoire, qui connaissent son attractivité, qui connaissent le réseau de santé qui existe ici, ce sont bien ceux-là qui
pourront convaincre leurs jeunes confrères de venir s'installer. C'est une démarche volontaire, c'est une démarche proactive de la part des élus, c'est pas une démarche d'opposition. Il faut être capable de se mettre en retrait, de faciliter les choses, de venir les aider le cas échéant. Et je le dis tout de suite, pas forcément en annonçant tout de suite la construction d'une maison de santé. Les maisons de santé, ça peut fonctionner dans certains territoires. Ici, on n'en a pas encore le besoin. En tout cas, que la collectivité annonce tout de go la construction d'une maison de santé n'a pas de sens. Construire un bâtiment sans médecin dedans, ça ne sert à rien. On est le cas en tension pendant de longues années. Il faut d'abord travailler avec les professionnels de santé, les médecins et les paramédicaux, voir quels sont leurs besoins, les aider à faire venir de jeunes confrères et aider ceux-ci à s'installer et à pouvoir s'épanouir sur notre territoire, parce qu'effectivement, c'est un sujet extrêmement important pour l'attractivité de notre ville. Sur l'attractivité, moi je peux aussi parler des grands équipements. Et il y a un équipement dont on nous parle beaucoup depuis plusieurs semaines, que nous faisons du porte-à-porte, que nous allons à la rencontre des habitants et des habitantes, c'est la salle de spectacle que l'on attend depuis des années et des années et des années à Orange. C'est important, une salle de spectacle. C'est d'abord de l'attractivité au quotidien, parce que ça permet de rendre des services et d'organiser du loisir et de la culture pour les habitants et les habitantes. C'est aussi un vecteur d'attractivité parce qu'elle pourrait être doublée d'un équipement d'accueil de séminaire. On sait très bien qu'Avranches bénéficie d'une situation magnifique, un belvédère fantastique sur la baie du Mont-Saint-Michel, et que de grandes entreprises seraient tout à fait intéressées de venir travailler ici. Moi, je regrette que depuis des années, rien n'a été fait. Alors, bien sûr, il y a eu un projet qui a été porté par l'ancienne communauté de communes, qui n'était peut-être pas idéal, mais qui avait le mérite d'exister. Sur ce sujet, on aurait pu travailler. Il se trouve que le maire précédent et le maire actuel, l'un était président de la communauté de communes, l'autre maire d'Avranches, ne se sont pas entendus sur ce sujet. Et on refusait de dialoguer, comme ils ont pu le faire pendant 6 ans, pendant les 6 années écoulées de ce mandat. Je ne dis pas que ce projet était parfait, je dis simplement que l'un s'est entêté dessus, que l'autre s'est entêté contre, qu'au final le projet a capoté et qu'il n'y a eu rien de fait depuis des années. Et aujourd'hui, vous voulez relancer un projet? Et aujourd'hui, bien évidemment, qu'il faut relancer ce projet. Non, on ne va pas promettre n'importe quoi, on ne va pas promettre la lune aux habitants, Il se trouve qu'énormément de temps a été perdu, que les finances de la communauté d'agglomération sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et qu'il faudra attendre bien des années avant qu'Avranches bénéficie de l'équipement dont elle a besoin. Propositions. L'attractivité, c'est plusieurs choses. C'est bien entendu d'abord la notoriété, je passe rapidement. La notoriété d'Avranches et de la baie du Mont-Saint-Michel est réelle. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours être présent, puisqu'on est dans un système concurrentiel. Toutes les villes, toutes les régions, tous les départements essaient de se vendre. Donc il faut être présent en termes de notoriété. L'attractivité, vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est aussi des voies de communication. Les voies de communication matérielles et les voies de communication immatérielles. Il faut que l'on finisse l'équipement numérique de la ville d'Avranches et des environs d'Avranches. Un certain nombre de choses ont été faites, mais l'installation de la fibre n'est pas totalement terminée. Et il faut bien entendu que l'on mette un coup d'accélérateur en quelque sorte sur ce point-là. L'attractivité, c'est les transports. Du point de vue routier, maintenant, les choses se sont bien améliorées depuis une vingtaine d'années. Par contre, du point de vue ferroviaire, je crois qu'il y a encore quelques faiblesses. Et il va falloir travailler avec la région qui a la compétence en la matière pour qu'il y ait en gare d'Avranches davantage d'allers-retours sur la ligne Grand Rennes. Je crois que c'est un facteur d'attractivité qui compte également. Et puis, c'est bien entendu, les deux concurrents l'ont dit, c'est la présence, le maintien et le développement de services publics et de services privés. J'ai eu l'occasion de dire encore ce matin dans les colonnes d'Ouest de France que l'offre de soins, la présence médicale, c'était l'un de nos dossiers prioritaires. De façon très concrète, dans l'année qui vient, 6 médecins généralistes vont prendre leur retraite. Pour l'instant, ils ne sont pas remplacés. Donc il va falloir travailler au remplacement de ces médecins généralistes. Alors je voudrais dire à Antoine Delaunay qu'une maison de santé, c'est pas seulement une construction. Lorsque l'on a fait la maison de santé de Ducet et la maison de santé de Sartilly, les investissements, c'est-à-dire les travaux, n'ont été faits qu'au bout d'1 an et demi, c'est-à-dire à la suite d'une concertation avec l'ensemble des professions médicales. On ne fait pas une maison de santé, on ne construit pas pour mettre les médecins. On parle avec les médecins, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les dentistes, y compris les pharmaciens. On fait donc vraiment un vrai travail de fond, un vrai travail de concertation avec les professions médicales et paramédicales. Et lorsque l'on a fini ce travail-là, et seulement lorsque l'on a fini ce travail-là, on construit la maison de santé. Voilà, moi je crois qu'il faut
vraiment s'orienter. Ce travail, vous voulez lancer Bien sûr, je l'ai fait sur Bucène et je l'ai fait sur Sartigny avec la communauté commune à Branche-Mont-Saint-Michel. Je crois qu'il faut rapidement, pour une fois il y a une certaine urgence, 6 médecins qui vont partir, il va falloir prendre des mesures aussi efficaces que possible pour faire venir des médecins sur Avranches. Alors, c'est un sujet important et intéressant pour la population. On le sait, la santé, l'accès aux médecins, c'est une vraie difficulté à Avranches. On a eu l'occasion souvent de l'écrire, mais c'est une vraie difficulté, notamment pour les nouveaux arrivants. Est-ce que, alors, créer des maisons de santé, on a vu aussi à certains endroits que les maisons de santé étaient créées, soit les médecins déménagent, ça veut dire que vous videz des fois des centres-villes pour que les médecins s'installent, donc c'est problématique aussi, ou alors on a carrément des maisons de santé dans certains coins de la Manche où il n'y a pas de médecins. Il y a aussi des villes qui décident de faire des maisons de santé communales. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à Avranches ou pas du tout pour vous, pour vos listes, David Nicolas? C'est parfaitement envisageable. Je rappelle simplement que les projets de santé sont labellisés par l'Agence régionale de santé. Ce n'est pas la commune seule qui doit s'engager dans l'aventure. Et ça se fait nécessairement de manière partenariale avec les médecins en présence. Et c'est une Avec compétence de l'intercommunalité. Et on est bien d'accord, c'est une compétence de l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, la situation de la branche est ce qu'elle est. Elle est sans doute problématique avec les perspectives de départ en retraite que l'on connaît, avec certains spécialistes qui aujourd'hui manquent clairement sur la commune. Maintenant, c'est avec la société, avec l'ARS qu'il faut travailler pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Et en effet, il y a la possibilité aussi d'avoir des médecins qui sont salariés des collectivités. Aujourd'hui, C'est une option que vous retenez? ça fait partie des options que nous travaillons notamment avec nos collègues élus et professionnels de santé au sein du groupe Conspirer Territoire. En effet, c'est partie des choses que l'on travaille. Le travail avec l'ARS est absolument nécessaire, mais ce qui est fondamental, c'est le travail avec les professionnels de santé. C'est ça le plus important. Quant au salariat, pourquoi pas? Mais très franchement, moi j'ai le sentiment qu'on n'en est pas là sur Avranches. Et que salarier des médecins, peut-être faudra-t-il le faire un jour, mais je pense qu'il y a d'autres moyens plus en quelque sorte, moins drastiques, pour garder ou faire venir des médecins sur Avranches. On peut me donner oui, non, le salariat des médecins, rapidement. Le salariat des médecins, bien évidemment, ce que nous avons déjà commencé à faire. Le salariat de médecin, c'est pas une solution qui doit être exclue de prime abord. Pas forcément pour remplacer les médecins traitants. C'est très bien qu'il faudra d'abord faire venir des médecins libéraux. On commence à manquer de médecins traitants. Il y a des départs en retraite à Avranches, on a même un petit peu plus tôt à Ducé, donc par ricochet, la pénurie commence à se faire sentir. Le salariat de médecin peut être envisagé notamment pour assurer la permanence de soins non programmés, c'est-à-dire qu'on est en deçà des urgences. Voilà, des petits traitements de recours rapide, recours de nécessité aux médecins, ça peut tout à fait être envisagé par la collectivité ou en association avec l'hôpital privé ou l'hôpital public. Là, il y a des choses qui peuvent être envisagées, il ne faut surtout pas leur jeter de prime abord. Un tout dernier mot, l'attractivité, c'est aussi le tissu économique, les petites et moyennes entreprises. Donc il faut bien entendu que l'on s'occupe. On a la chance d'avoir un vrai tissu de PME dans notre région, il faut le soutenir, il faut l'aider, parce que ça fait ça aussi partie de l'attractivité du territoire. Ce sont les chefs d'entreprise qui créent les emplois. Allez, on va parler gros sous, si je puis dire, parce qu'un programme se doit d'être crédible par rapport aux finances de la collectivité. Pascal Marcy, vous souhaitiez d'ailleurs parler de la fiscalité. Tout à fait. Si on reprend les derniers chiffres qui ont été avancés en conseil municipal fin février, une forte proportion de la population de la commune nouvelle sera exonérée de taxes d'habitation en 2020. Comment vous allez compenser cette baisse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à compenser à l'euro près la baisse, donc la disparition de la taxe d'habitation. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la garantie de cette compensation sur plusieurs années n'est pas actée. On est sûr que les premières années, cette compensation aura lieu, mais les menaces pèsent sur toutes les communes de France concernant la disparition de cette taxe d'habitation. Et puis je le rappelle, avec la fin de la taxe d'habitation, c'est la fin d'un impôt local qui permettait aux communes d'ajuster leurs finances le cas échéant. La variation des taux était le levier que la commune pouvait activer pour pouvoir développer des projets. Malheureusement, ce gouvernement a fait le choix de se débarrasser de cet impôt local, c'est un vrai problème pour les communes. D'où la nécessité pour Avranches, toutes les communes de France, d'anticiper et d'être particulièrement vigilants en termes de dépenses publiques, en termes de consommation de crédit, de façon à garantir un taux d'investissement élevé. Alors, pas mal de nos lecteurs s'interrogeaient sur le fait que cette suppression de la taxe d'habitation, est-ce qu'elle va engendrer
de fait une hausse de la taxe foncière notamment. Nous nous engagerons à ne pas augmenter les taux de la taxe foncière, bien évidemment. Nous allons continuer à travailler avec le même niveau de fiscalité, sans varier les taux. C'est à nous aujourd'hui d'optimiser les deniers publics que nous avons à gérer, en essayant de juguler nos dépenses de fonctionnement, quelles qu'elles soient, et surtout en maintenant un taux d'investissement. C'est indispensable, c'est vital, même pour une commune comme Avranches. Antoine Delaunay. Bon, sur ce sujet, je pense qu'on va se retrouver tous les trois, bien évidemment, sauf à promettre des baisses d'impôts, ce qui ne serait ni sérieux, ni reçu de manière positive par la population, qui considérerait bien évidemment qu'il s'agit de promesses électoralistes. Effectivement, la taxe d'habitation va être supprimée, 84% de la population va être exonérée de la taxe d'habitation, et le vrai sujet, vous avez raison, est celui de l'autonomie fiscale des collectivités, et du dialogue qu'il faut engager avec l'État, parce que nous dépendons collectivités, les communes, les communautés de communes, les départements et les régions, essentiellement de l'État pour leurs finances. Alors au Conseil départemental de la Manche, comme dans tous les conseils départementaux, nous le savons parfaitement, parce que si les collectivités sont malmenées, les départements le sont depuis beaucoup plus longtemps. Et nos ressources, que ce soit les dotations de compensation ou autres, ont largement diminué depuis de nombreuses années. Alors ça nous oblige, bien évidemment, à avoir une gestion vertueuse de la collectivité. Pour autant, il ne faudrait pas considérer que le budget de fonctionnement, qu'il soit celui des charges à caractère général ou encore plus du personnel, soit la variable d'ajustement sur laquelle se reposer. Il faut faire attention, le personnel municipal, c'est la première vitrine, c'est la vitrine du service public, c'est le premier contact de la population avec la collectivité. Il ne faut pas malmener le personnel municipal, comme il ne faut pas malmener le personnel départemental, et nous ne le faisons pas au Conseil départemental de la Manche. Autre chose, on peut effectivement présenter des comptes propres et bien toilettés. Je remarque quand même que pendant 2 années, vous n'allez pas recourir à l'emprunt. C'est un choix politique. C'est un choix politique, effectivement. C'est un choix politique qu'il faudra compenser à un moment ou à un autre, parce que le recours à l'emprunt, c'est un mode d'exercice normal de la vie budgétaire d'une collectivité. Et si vous ne recourez pas à l'emprunt pendant plusieurs années, il faudra recourir beaucoup plus les années suivantes. Très rapidement, Madame Nicolas, Juste pour répondre à Antoine Delaunay, en effet, ne pas recourir à l'emprunt, c'est aussi un choix fort de désendetter la commune. En effet, la commune avait des dettes historiques et notre souhait, c'est de pouvoir limiter l'endettement de la commune rapidement, aussi dans la perspective que nous évoquions à l'instant de disparition de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation est évidemment, apparemment, une très bonne nouvelle pour tous les ménages. Quand on dit qu'on supprime un impôt, qu'on supprime une taxe, évidemment, tout le monde se réjouit. Moi, je souhaiterais que, sur la durée, ce ne soit pas une fausse bonne nouvelle, pour les raisons suivantes. D'abord, on n'est pas certain du tout que l'État compensera encore, pendant plusieurs années, à l'euro près, la suppression de la taxe d'habitation. Et s'il venait à faillir sur ce sujet-là, eh bien, ça poserait un certain nombre de difficultés à toutes les communes de France. Pas seulement à Avranches, évidemment, à toutes les communes de France. Il resterait donc l'impôt foncier, et pour une commune comme Avranches, pour Saint-Martin-des-Champs, c'est un peu moins vrai, mais c'est vrai aussi, c'est essentiellement le foncier bâti, et pas le foncier non bâti. Il y a plus de foncier non bâti sur Saint-Martin-des-Champs qu'il n'y en a sur Avranches, mais c'est essentiellement le foncier bâti. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de jeu de vase communicant. On a supprimé la taxe d'habitation, mais on augmente le foncier bâti. Alors moi, je l'ai dit lors du dernier conseil municipal, je m'engage à ce qu'il n'y ait aucune augmentation d'impôts dans le futur mandat. Je voudrais attirer l'attention sur un point très précis, cependant. Les impôts en finances publiques, les impôts sont des recettes de fonctionnement. Les impôts doivent être affectés au fonctionnement de la ville. Donc, si on ne veut pas augmenter les impôts, et même si on veut avoir une politique de modération fiscale, il faut bien entendu surveiller les dépenses de fonctionnement, puisque les impôts sont des recettes de fonctionnement. Et je constate qu'entre 2014 et 2020, il y a eu une augmentation des dépenses de fonctionnement qui me pose problème, qui est un sujet de préoccupation. Il faut donc surveiller les dépenses de fonctionnement. Ça ne veut pas dire tailler dans tout ce qui existe, ça ne veut pas dire tout supprimer, ça veut dire faire attention. Dernier élément, les baisses d'impôts. Moi, je ne m'engage pas à une baisse d'impôts ce soir, ni pendant la campagne électorale. Je m'engage à une politique de modération fiscale. Et je voudrais tout de même rappeler que dans les années précédentes, on a baissé
2 fois les impôts, une fois en 2008 et une fois en 2013, précisément parce qu'on a eu cette politique de sagesse budgétaire, notamment sur le budget de fonctionnement. Encore une fois, les impôts sont une recette de fonctionnement, donc il faut faire attention aux dépenses de fonctionnement si on veut avoir une politique fiscale acceptable par les habitants. Allez, c'était tout à l'heure ce débat à discuter. On va encore quelques minutes encore pour parler dans un instant de l'agglomération. Et juste avant, une question sur la commune nouvelle. Elle a un peu plus d'1 an maintenant. Question sur son périmètre. Est-ce que vous ici présents ce soir, vous estimez que c'est le bon périmètre aujourd'hui, ou bien qu'il faudra, à l'avenir, et je vais dire à quelle échéance, essayer de la faire grandir encore, d'incorporer d'autres communes voisines. Peut-être Antoine Delaunay pour démarrer. Oui, le rapprochement de communes, c'est une bonne chose, c'est une mesure du bon sens. La loi nous y autorise, bon sens nous y entraîne. Et les fusions de communes qui réussissent sont celles qui sont bâties sur des projets et avec la population. Pas celles qui sont fabriquées par les élus uniquement pour des considérations financières. Il faut des projets. Alors, j'entends, je l'ai déjà dit et je le répète, que les artisans de la commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs déclarent « rien n'a changé, c'est que tout est réussi ». Moi je trouve ça dommage, parce que si rien n'a changé, il ne fallait pas venir embêter les gens avec ça. Une commune nouvelle qui réussit, c'est une commune nouvelle qui bâtit sur des projets, sur une méthode de travail. Vous regardez aujourd'hui la commune nouvelle de Je regarde la manière dont ça a été fait, très clairement, parce qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain depuis plusieurs semaines. Nous allons à la rencontre des habitants et des habitantes. Tout le monde nous dit on n'était pas opposés, mais vraiment, on ne nous a pas demandé notre avis et on n'est pas content. On va bien aujourd'hui les maires de Antoine Delaunay. Alors, je suis maire de Nantes, si nous sommes élus avec le collectif que je représente ce soir, eh bien nous prendrons le temps de rétablir les choses. En mettant du dialogue et de la concertation. En respectant l'autonomie de Saint-Martin-des-Champs, qui n'est plus une ville à part, qui n'est pas pour autant un simple quartier d'Avranches. Alors il faudra conserver un conseil communal, il faudra conserver un maire. Nous aurons même un binôme, un homme et une femme, un plus âgé, plus jeune, un habitant récent de Saint-Martin, une habitante plus ancienne, quelqu'un qui s'occupera plus des dossiers, un autre qui s'occupera plus de la proximité. Et au-delà de Saint-Martin, on a déjà rencontré la majorité des élus, des candidats et candidates des communes voisines, pour leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent le faire. Et tous nous disent qu'ils ne sont pas opposés à la fusion des communes, au rapprochement, à la création du Grand Avranches, mais qu'ils veulent consulter la population. Ils veulent consulter la population, donc on respectera leur avis, parce que Avranches-Saint-Martin ne doit pas absorber les autres communes, Avranches-Saint-Martin doit s'ouvrir à elles. Et quand on veut s'ouvrir aux autres, on dialogue, on discute. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous continuerons à faire, et puis nous mettrons en place des projets en commun. Ça peut commencer par la mutualisation de services, nous avons des propositions très concrètes dans notre programme. Il y aura des projets à mener en commun. Il y a des sujets riverains, des sujets frontaliers qu'il faudra traiter. En renforçant la démarche, en apprenant à travailler ensemble, on fait quelque chose de beaucoup plus solide. En prenant un peu plus de temps, on en perd beaucoup moins après. David Nicolas, sur cette question. Très heureux de constater que la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin n'est plus un sujet aujourd'hui. Je rappelle simplement que pour faire cette commune nouvelle, nous avions un calendrier extrêmement contraint et que si nous ne l'avions pas fait au cours de l'année 2018, eh bien cette commune n'existerait pas aujourd'hui et qu'il serait sans doute très compliqué dans le mandat qui arrive de la réaliser. Donc c'est un choix qui a été fait, un choix politique fort. Et je pense qu'il y avait une attente très forte des habitants. Alors certes, il y a des gens qui se sont exprimés contre, ouvertement contre, d'autres qui réfutent la méthode. Pourtant cette méthode, c'est exactement celle qui a été donnée dans le cadre de la loi. Et j'invite Antoine Delaunay à regarder combien de consultations ont eu lieu dans la Manche pour la création de ces nombreuses communes nouvelles. Il y en a eu et pour le futur. Alors pour le futur, les contacts sont pris avec plusieurs communes alentours. En effet, je pense qu'on est tous aujourd'hui dans cette démarche-là. Aujourd'hui, Avranches-Saint-Martin, ce sont 10 800 habitants. La strate idéale pour une commune comme Avranches, une commune emblématique de la communauté d'agglomération, la commune capitale, c'est 15 000 habitants. Et ces 15 000 habitants, nous pourrions les avoir si, en effet, nous rentrions dans une démarche volontariste avec les habitants et les élus des communes voisines. Et c'est vraiment ce que j'aspire. Ce à quoi j'aspire, et ce que je souhaite mettre en œuvre dès l'année prochaine avec les collègues des communes alentours. Clairement, j'ai toujours dit que j'étais favorable au principe
des rapprochements de communes ou des fusions de communes, à la double condition qu'il y ait un véritable projet. Je rejoins Antoine Boulonnais, que ce ne soit pas seulement sur des considérations financières que les choses se font, un véritable projet, et sans doute il faut prendre un peu de temps pour le construire, ce projet. L'autre condition, c'est consulter les populations. Ça me semble nécessaire. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur du suffrage universel. Il faut demander aux habitants, de temps en temps, pas tous les dimanches évidemment, mais il faut demander de temps en temps aux habitants ce qu'ils pensent d'un problème important. Et je regrette que la fusion d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs se soit faite sans véritablement demander l'avis des habitants des deux communes. Alors, il y a des intérêts à faire des fusions de communes. Pourquoi? Parce qu'on a une grande agglomération, on a une grande région Normandie, et que dans ces grands ensembles-là, il est sans doute utile, si elles le souhaitent, que des communes s'associent, que des communes fusionnent pour être plus importantes, pour être plus fortes et pour faire entendre leur voix. Des contacts sont pris par les uns ou par les autres. Je crois que personne n'a le monopole de ce sujet, et si on doit faire des fusions avec d'autres communes aux alentours d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs, eh bien, il faudra le faire sur la base d'un véritable projet qu'il faudra prendre le temps de construire, et il faudra le faire, ça moi je m'y engage formellement, après avoir consulté les populations concernées. Transition maintenant, après la commune nouvelle, on va parler de l'agglo. Juste poser une petite question toute simple. Est-ce que le maire d'Avranches doit nécessairement être le président de l'agglo? Et donc je m'adresse à vous, la nouvelle. Est-ce que si vous êtes élu maire d'Avranches, vous serez candidat à la présidence de l'agglo? Alors, de manière générale, il n'y a pas d'automaticité à ce que le maire d'Avranches soit président de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération regroupe beaucoup de communes, et après tout, chaque délégué communautaire a vocation à être candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. On peut quand même estimer que la ville d'Avranches, la commune nouvelle d'Avranches, doit y donner une place, mais il n'y a pas d'obligation, pas de nécessité, pas d'automaticité à ce que le maire d'Avranches soit président de la communauté d'agglomération. En ce qui me concerne, j'ai indiqué clairement que je ne cumulerai pas ces deux fonctions, ce sera l'un ou ce sera l'autre, et moi je tiendrai cet engagement, parce que je voudrais rappeler que monsieur Nicolas, lui, en 2014, avait pris l'engagement, il l'avait écrit: je serai maire à 100% et je ne solliciterai aucun autre mandat pendant 6 ans. Il s'est empressé de faire exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Moi, c'est un engagement que je prends et un engagement que je tiendrai. Bon, vous avez l'occasion de répondre. Deuxième question, est-ce qu'il faut absolument que le maire d'Avranches soit président de l'agglo, et serez-vous candidat? Alors c'est bien évidemment quelque chose qui n'est pas obligatoire, on est bien d'accord. Cela dit, je tiens à rappeler que si j'ai été élu président de cette communauté d'agglomération en 2017, c'est aussi à la demande de mes collègues communautaires qui avaient fait le choix de ma personne, en effet, pour pouvoir... C'est une réalité. Et je rappelle que nous sortions de 3 années de cohabitation avec M. Vette comme président de la commune à Mont-Saint-Michel, et que cette cohabitation avait été très très douloureuse, très difficile, notamment pour la ville d'Avranches. Je rappelle ce projet de salle de spectacle à 14 millions d'euros, qui est aujourd'hui... de votre fête d'ailleurs. Oh, certainement pas. Je rappellerai que demain, la ville d'Avranches doit être particulièrement bien représentée à la communauté d'agglomération, soit avec des vice-présidents, soit avec un président. Les choses sont complètement ouvertes, elles doivent le rester. Nous aurons des projets d'envergure à porter. Je pense notamment à la médiathèque, au projet de médiathèque. Je pense aussi à la rénovation de la piscine. Il faudra véritablement que les élus d'Avranches soient bien présents dans la gouvernance. Et serez-vous candidat? Aujourd'hui, je ne le suis pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas président. Et demain? Demain, je ne sais pas, encore une fois. Lorsque nous avons travaillé à la création de la communauté d'agglomération en 2017, en 2016, nous avions mis en place un comité de pilotage. Bien évidemment, je n'étais pas programmé pour être président de la communauté d'agglomération. Les choses se sont faites de manière naturelle. On m'a proposé de prendre le poste. Je l'ai accepté. Ça m'a permis de remettre Avranches dans le jeu communautaire de manière avantageuse. Et aujourd'hui, en effet, je pense qu'Avranches... Votre position? Alors, écoutez, moi je me garderais bien d'arbitrer
En plaçant entre deux, j'aurais trop peur de prendre des coups. Moi, ce que je pense, c'est que ni l'autre ne répond clairement à la question. L'un dit qu'il sera candidat, mais qu'il sera ou maire ou candidat. L'autre maire ou président de la communauté d'agglomération. L'autre dit qu'il ne le sait pas encore. Nous, avec notre collectif, nous avons pris une décision claire. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Et tous les jours, lorsqu'on va le dire sur le terrain, on nous dit on ne vous croit pas trop parce qu'il y a 6 ans, on nous a fait le même coup. Et la promesse n'a pas été tenue. Eh bien, je dis et je redis que je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. D'abord parce que ce sont deux sujets différents, deux mandats différents. Et si on veut faire correctement les choses, on doit être maire à 100% ou président de la communauté d'agglomération à 100%. En tout cas, que le mandat de maire d'Avranches... mandat de conseiller départemental. Ce n'est pas un mandat exécutif. Je ne promets pas d'être maire à 100%. Je dis simplement que je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté. Les choses sont claires. Donc, vous savez, je le dis tous les jours en réunion publique et je le dis tous les jours sur le quartier, dans les réunions de quartier et en porte-à-porte. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération parce que ce sont deux mandats différents qu'il faut exercer de manière convenable. Et moi, je vous pose la question, si vous êtes élu président de la communauté d'agglomération, ou si vous changez d'avis, parce que pour l'instant vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire, si vous êtes élu candidat, ou si vous êtes élu président de la communauté d'agglomération, qui sera maire d'Avranches? Qui sera maire d'Avranches? Alors, pour ma part, les choses sont claires. Je serai prioritairement maire d'Avranches. C'est un choix. Oui, vous nous avez dit ça en 2014. Je vous le dis aujourd'hui. C'est une priorité, la géométrie variable. Mais par contre, j'attends toujours votre réponse concernant votre mandat départemental. Le mandat départemental, il est, et je le dis pour moi, tout à fait compatible avec le mandat de maire. Il est tout à fait compatible avec le mandat de maire d'Avranches. Bien évidemment, je reverrai les choses en 2021 lorsque l'échéance actuellement du conseil départemental arrivera. Aujourd'hui, je vous en prie, ne noyez pas le poisson, on parle bien de la présidence de la communauté d'agglomération. Je vous pose la question, si vous êtes l'un ou l'autre élu président de la communauté d'agglomération, qui sera maire d'Avranches? Le 15 mars et le 22 mars, les habitantes et les habitants d'Avranches Saint-Martin veulent choisir un maire. Ils ne veulent pas choisir une tête d'affiche qui porte une ambition et qui fera autre chose, qui briguera un autre mandat si toute l'élection passait. La question qui est posée, c'est sur le non-cumul. Donc, très clairement, je ne cumulerai pas ces fonctions de maire et de président de la communauté d'agglomération. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose à M. Nicolas, parce qu'il a dit qu'il avait été sollicité. Écoutez, je vais quand même rappeler des choses factuelles. Lorsque la communauté d'agglomération s'est mise en place, on a eu une année de travail à peu près, toute l'année 2016. Et ce n'était pas comme ça que les choses se dessinaient. Alors je n'étais pas, moi, bien entendu, dans la boucle des négociations, j'en étais même exclu. Mais ce qui était prévu à l'époque, c'était que ce soit le président de la communauté de communes du Val-de-Sée qui soit candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Et il s'est passé ensuite des choses entre vous que je ne vais pas rappeler, que je ne vais encore moins juger, mais il n'empêche qu'à l'origine, ce n'était pas comme ça que les choses étaient prévues. C'était le président de la communauté de communes du Val-de-Sée, M. Treillet, qui avait vocation à être candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. On ne peut pas interposer entre un échange entre Léna Helvet et David Nicolas, c'est depuis 6 ans que ça peut être dangereux. Simplement, je vous pose une question. La question n'est pas celle du cumul des mandats, la question est très simple. Si l'un ou l'autre est élu président de la communauté d'agglomération, qui sera maire d'Avranches? Vous avez répondu, je crois clairement. Vous cherchez querelle là où il n'y a pas. Si vous le faites et que vous êtes élu maire, enfin vous avez la possibilité d'être président de l'agglomération, donc vous abandonnerez plutôt le poste de maire. Vous ferez le choix de l'agglo. Je vous ai dit. Vous n'avez pas fait ce choix. Je vous ai dit, je vous répète, il y a quand même aussi un collectif, il y a une liste. Et ce sont des choix qui se font de manière collective, en ce qui me concerne, et ça c'est mon engagement personnel, je ne cumulerai pas les deux fonctions. Et monsieur Nicolas, donc pour bien être concret, vous, si on venait vous chercher, vous ne fermeriez pas la porte et vous iriez éventuellement à l'agglomération tout en restant maire d'Avranches. La priorité, c'est le mandat municipal. Donc en restant maire d'Avranches.
Voilà. Ce que je voudrais dire concernant la communauté d'agglomération, je vais être très clair. Aujourd'hui, il faut que la ville d'Avranches ait une place prépondérante à l'échelle communautaire. C'est très important, c'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis en place une communauté d'agglomération qui est certes lourde, mais qui fonctionne. Mon ambition, et qui est partagée par tous mes collègues communautaires, en tout cas ceux qui sont dans le bureau et à l'échelle du comité d'orientation, c'est de garantir une vraie stabilité. Donc en effet, c'est ce jeu de la stabilité que nous allons respecter. Et encore une fois, c'est une élection, ce sera une élection, et ce sera une élection qui sera portée par l'ensemble des élus communautaires, avec ce souci de la stabilité et de la sérénité pour ce grand véhicule communautaire qui est extrêmement important pour nos communes. On va en terminer là. Je n'ai pas le sentiment que la communauté d'agglo fonctionne si bien que ça. Honnêtement, Parce qu'elle est gérée de façon trop individualiste et trop personnaliste. Un certain nombre d'élus d'ailleurs le disent clairement. Et puis je me souviens du dossier de l'écoparc. J'avais interrogé. Non, je ne parle pas d'écoparc. Sur le dossier de l'écoparc, j'avais interrogé et Mme Rechat et M. Mequin sur des décisions qui avaient été prises dans leur domaine d'attribution, et l'un et l'autre, en séance publique, ont répondu on n'était pas au courant, on n'a été ni informé, ni consulté par le On va en rester là sur la question de l'aglo. On va clore ce débat si vous en êtes d'accord, mais on va vous donner une dernière fois la parole. À vous trois candidats ce soir. Une petite minute, s'il vous plaît, pas forcément plus, pour nous donner la mesure que vous prendrez, la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu le 15 mars prochain. Et en vertu du tirage au sort, c'est donc Guénel qui va débuter ses conclusions. La première mesure, elle s'impose par le calendrier légal, c'est de préparer le budget. Donc il faudra préparer un budget, je l'ai indiqué tout à l'heure, un budget maîtrisé, un budget qui fasse attention aux dépenses de fonctionnement, un budget qui soit de modération fiscale, j'ai indiqué toutes ces choses-là tout à l'heure, et puis dans le budget, il y aura une mesure qui est très importante à nos yeux, c'est la mise en place d'un budget participatif, c'est-à-dire de réserver chaque année 500 000 € sur le budget d'investissement et de dire aux habitants d'Avranches et de Saint-Quentin-des-Champs, c'est-à-dire aux habitants de la commune nouvelle, eh bien ces 500 000 € là, c'est vous qui allez en décider l'utilisation. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait précis, plutôt que les discours sur la démocratie participative ou sur la citoyenneté, nous on fera du concret, le budget participatif et les habitants décideront. Merci. Deuxième à conclure, si je puis dire, Antoine Delaunay, tête de liste construisons Avranches-Saint-Martin. Notre première mesure, ce sera de choisir des élus référents de quartier pour continuer le dialogue que nous avons engagé depuis plusieurs semaines sur le terrain, en porte-à-porte, en réunion publique, à notre permanence. Nous avons engagé ce dialogue parce que nous sommes persuadés qu'être élu, ce n'est pas avoir raison à tout prix, c'est trouver des solutions. Être élu, ce n'est pas avoir des certitudes, c'est être à l'écoute. Le dialogue, la concertation sont au cœur de notre projet. Ce n'est pas un simple outil de campagne électorale, on considère que ça doit être un outil de gestion partagée de la collectivité, tout au long du mandat. Depuis plusieurs semaines, nous rencontrons les habitantes et les habitants d'Avranches-Saint-Martin, en allant sonner chez eux. Depuis plusieurs semaines, nous le faisons. Parce que nous habitons dans une petite ville et qu'il n'est pas si compliqué que ça d'aller à la rencontre des gens dont on veut partager le quotidien pendant 6 ans. Nous ne le faisons pas pour justifier un bilan ni pour justifier un retour, parce que nous avons un projet. Nous ne le faisons non pas parce que c'est un exercice imposé ou parce qu'on veut gagner à tout prix, mais parce que, encore une fois, c'est l'ADN de notre démarche. Et nos concitoyens, nous les écoutons et ils nous disent qu'ils veulent du changement et qu'ils veulent du renouveau. C'est ce que nous leur proposons avec notre collectif. Nous avons l'expérience, nous avons les compétences, nous portons un projet. Sans invectiver ni David, Nicolas, merci Antoine Delaunay. David, Nicolas, donc nous faisons ça aussi. Nous faisons ça aussi. Toutes les listes vont à leur compte. S'il vous plaît. Bien sûr. Oui, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui vient de se passer. Alors c'est vrai que le contact avec les habitants, on l'a maintenu pendant tout ce mandat. Y compris lors du dernier semestre avec des réunions de forum. La question, c'est aussi la première mesure. Oui, justement, j'y viens. Réunions de forum qui nous ont permis de vérifier que les orientations que nous avions choisies étaient toujours valables. Et une des idées qui a émergé à l'occasion de ces réunions de forum, c'est précisément
la mise en place d'un budget participatif. Mais l'idée n'est pas d'avoir un seul budget participatif avec une enveloppe qui a été décidée à l'emporte-pièce autour de 500 000 € par M. Vett. Mais nous sommes sur plusieurs budgets participatifs que nous allons remettre entre les mains de différents types de populations. Tout d'abord, les associations. Je pense que les associations sont en attente de pouvoir développer leurs propres projets. Les quartiers, en effet, aujourd'hui à Avranches ont besoin, dans certains cas, de pouvoir s'exprimer à travers des projets qui leur appartiennent. Certaines choses ont déjà eu lieu, notamment dans le quartier Saint-Gervais. Et puis enfin, il y a la jeunesse, dont on a très peu parlé, dont personne ne parle, et qui est très attentive à ce que nous allons pouvoir leur proposer à l'avenir. Et nous voulons justement que notre budget participatif puisse s'adresser à cette jeunesse. Donc la première mesure que nous mettrons en œuvre, c'est de rassembler les habitants d'Avranches à l'occasion d'ateliers, comme nous l'avons fait lors du dernier semestre, de façon à se pouvoir rédiger avec eux le cahier des charges et les règles de fonctionnement de ce budget participatif. Merci. Bravo David! Merci à tous d'ailleurs d'être venus nombreux ce soir pour assister à ce débat organisé par la Gazette de la Manche, Ouest France et France Bleu Cotentin. Sachez que vous retrouverez sur les réseaux sociaux et les sites internet de nos 3 médias les résumés, les extraits, les analyses des propos de ce soir, dans les prochaines heures sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les pages de la Gazette la semaine prochaine, et de Ouest France et demain, et sur l'antenne de France Bleu Cotentin demain matin. Voilà, merci Pascal, merci à vous. Je rappelle, merci aux gens du titre, le premier tour, c'est le 15 mars prochain. N'oubliez pas d'y aller. Et puis certaines questions qui avaient été posées seront utilisées aussi dans nos médias. On reviendra sur certaines questions qui n'ont pas pu être posées ce soir. Merci à tous, merci d'être venus.